Bien, alors je suis chargée d'introduire les professeurs qui vont intervenir. Tout d'abord, le professeur Cassuto, qui était professeur d'hématologie et qui a fait en 1981 la première greffe de moelle à Nice. Madame Carla Schechter, Madame Hilde Haneuse, Monsieur Stéphane Valéry, conseiller du gouvernement concernant les affaires sociales et la santé. Monsieur le conseiller, il y a 30 ans, quand vous étiez président des Jeunes Monégasques, vous m'aviez invité à faire une conférence. C'était la première conférence sur le sida à Monaco. Et depuis, quand on voit le rôle que joue la principauté, en particulier sous l'impulsion de la princesse Stéphanie dans la lutte contre le sida, on espère que sur ce sujet, qui est un sujet totalement différent, mais aussi important, on aura la même impulsion, qu'il y aura les mêmes messages qui pourront passer et qui pourront être utiles à l'ensemble de l'humanité avec un grand H, puisqu'en matière de don d'organes et en matière de don de moelle osseuse, qui est un tissu, il n'y a pas de frontière entre le receveur et entre le donneur. Donc je vais vous parler de quelque chose qui est différent du don d'organes, qui est très peu connu, mal connu, qui est la greffe de moelle osseuse. Alors, première information très importante, c'est que la moelle osseuse n'est pas la moelle épinière. La moelle épinière, c'est ce tissu grisâtre, tissu nerveux, qui passe au niveau de la colonne vertébrale et qui sert à avoir la motricité de ses membres ou avoir la sensibilité. Quand vous bougez votre bras, ça passe par la moelle épinière. Quand vous vous brûlez, vous sentez une brûlure, ça passe par la moelle épinière. Nous, hématologistes, ne touchons absolument pas à cette moelle épinière. On s'occupe de la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est ce tissu blanchâtre, jaunâtre, qui est à l'intérieur des os et qui donne la formation du sang, c'est-à-dire des globules rouges, des globules blancs, support du système immunitaire, et des plaquettes qui servent à la coagulation. La diapositive suivante. Alors, on parle de greffe de moelle osseuse quand on est devant un large public, mais entre spécialistes, on parle de greffe de cellules souches hématopoïétiques. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Les cellules souches sont des cellules qui se trouvent un petit peu partout dans l'organisme et qui sont capables de fabriquer tout type d'organes. Elles sont complètement indifférenciées. C'est un peu comme des lycéens qui viennent d'avoir le baccalauréat, ils peuvent aller en fac de médecine, en fac de lettres, en fac de droit, ils ont toutes les possibilités. Les cellules souches hématopoïétiques, c'est une étape supplémentaire. Ce sont des cellules souches qui sont déjà dirigées pour fabriquer ou des globules rouges, ou des globules blancs, ou des plaquettes. Et c'est ça qui nous intéresse. La suivante. Alors pendant des millénaires, on ne savait pas à quoi servait la moelle osseuse. Au XIXe siècle, Ernest Neumann a montré que cette moelle osseuse était à l'origine des globules et des plaquettes du sang. En 1950, expérience très simple. Une souris irradiée meurt. Une souris irradiée à qui on a protégé une seule patte avec du plomb va survivre. Ceci n'est pas très intéressant si on ne passe pas à l'étape suivante. C'est-à-dire que lorsqu'on prenait une souris irradiée, qui normalement aurait dû mourir puisqu'elle n'avait aucune protection, et qu'on injectait des cellules de moelle osseuse d'une autre souris, elle survivait. Alors bien sûr, il n'était pas licite d'envisager la même expérience chez l'homme, mais le hasard fera mal ou bien les choses, vous le verrez. Alors pourquoi on greffe? On greffe parce que la moelle ne marche pas. On dit qu'elle est en grève. C'est ce qu'on appelle les aplasies médulaires, c'est les déficits immunitaires de l'enfant. Vous savez, ces enfants, ces bébés bulles qu'on voit souvent dans des émissions de télévision, qui ne peuvent pas sortir d'une atmosphère stérile, sinon ils seraient à la merci de toutes les infections virales, bactériennes, infections à champignons. Certaines anémies héréditaires, comme on en voit beaucoup dans le bassin méditerranéen ou en Afrique. Et puis il y a les moelles envahies, c'est-à-dire les moelles des fameuses leucémies aiguës, dont certaines ont besoin d'une greffe de moelle osseuse, pas toutes heureusement, mais là, beaucoup d'entre elles, certaines leucémies chroniques, et puis des maladies un peu plus rares, comme les lymphomes, les myélomes et des maladies orphelines. Alors on cherche une moelle saine pour la donner à quelqu'un qui est malade. Alors il y a des incompatibilités. On doit rester au niveau de la même espèce, l'espèce humaine. On ne peut pas se permettre d'utiliser, par exemple, de la moelle osseuse qui vienne d'une autre origine animale.
on doit rester intra-espèce. Contrairement à la compatibilité transfusionnelle des globules rouges, que vous connaissez tous, ABO, et qui est très simple, la compatibilité au niveau des tissus, et donc de la moelle osseuse, et donc du système immunitaire, est extrêmement complexe. La suivante. Je ne vous demande pas de lire ni de retenir toutes les possibilités qui existent dans ce système qu'on appelle HLA, Human Leukocyte Antigène, mais les possibilités sont tellement énormes que la probabilité d'avoir un donneur non apparenté qui soit compatible avec quelqu'un qui attend une greffe de moelle osseuse est de 1 chance sur 1 million. Je répète, 1 chance sur 1 million. La suivante. Alors, quand on veut greffer, la première chose qu'on fait, c'est de regarder s'il y a un donneur dans la fratrie. Parce que dans la fratrie, on n'est pas à 1 chance sur 1 million, on a 1 chance sur 4. Entre un frère et une sœur, entre une sœur et un frère, c'est 1 chance sur 4 qu'ils soient compatibles. Ça veut dire qu'il y a 3 risques sur 4 que personne ne soit compatible parmi les frères et sœurs. À ce moment-là, on se retourne vers le fichier mondial de donneurs potentiels de moelle osseuse et on regarde s'il y a quelqu'un qui est compatible avec la personne qu'on veut greffer. Troisième possibilité, qui est plus récente, si on ne trouve personne dans la fratrie, si on ne trouve personne dans le fichier, on peut utiliser un cordon ombilical qui doit être compatible, mais comme le système immunitaire du cordon ombilical où circulent des cellules souches hématopoïétiques et à une certaine immaturité, on peut se permettre d'avoir une compatibilité qui ne soit pas totale. La suivante. Alors, jusqu'en 2011, je disais qu'un père et une mère ne pouvaient donner à un enfant, c'est la première question que posent les parents, mais pour mon fils, pour ma fille, je donne ma moelle osseuse, parce qu'un père et une mère ne donnent que la moitié de leur système immunitaire à leurs enfants, donc la probabilité qu'il y ait une compatibilité totale, c'est-à-dire qu'ils soient totalement identiques, n'existe pas. Mais depuis 2011, alors que ça avait déjà été tenté il y a une trentaine d'années et ça n'avait pas donné de bons résultats, depuis 2011, il y a des greffes de moelle osseuse qui se font uniquement avec le père ou uniquement avec la mère quand on a épuisé toutes les autres possibilités, parce qu'on a trouvé une nouvelle forme utilisation d'un médicament immunosuppresseur qu'on met après la greffe et qui évite le conflit immunitaire. Alors quand on greffe pas comme on greffe un organe. C'est jamais dans l'urgence et c'est une longue préparation du malade. Surtout quand on greffe quelqu'un qui a une leucémie aiguë, parce que le but est d'éradiquer la dernière cellule. Si on n'éradique pas la dernière cellule leucémique et qu'on fait la greffe, cette cellule leucémique ou les quelques cellules leucémiques qui vont rester vont proliférer et envahir la nouvelle moelle osseuse. Donc on fait une chimiothérapie, mais une chimiothérapie à dose énorme. Les Français disent létale, les Anglais disent supralétale, mais je ne vois pas comment on peut être plus que mortel. C'est une chimiothérapie qui n'a rien à voir en quantité et en toxicité par rapport aux chimiothérapies des cancers du sein, du cancer du côlon. C'est beaucoup, beaucoup plus agressif. Et parfois, non content d'avoir fait cette chimiothérapie très agressive, on la complète d'une irradiation corporelle totale, de rayons sur l'ensemble du corps pour tuer les dernières cellules qui peuvent se promener encore dans la moelle osseuse. Ça veut dire que le patient se trouve sans défense immunitaire. Sans défense immunitaire, et donc que pendant cette période où on vient de faire cette préparation et où on n'a pas encore greffé, et par la suite aussi, il faudra qu'il soit dans une unité protégée, une unité stérile ou quasiment stérile, où les contacts sont du type bloc opératoire. La suivante. Alors, la première greffe de moelle osseuse que j'ai faite avec le docteur Nicole Gradkos, c'était en 81 à l'hôpital de Cimier. Mais après, on a déménagé pour l'hôpital de l'Archer. Et en 1990, on a construit une nouvelle unité protégée, ultra moderne. J'ai mis une des plus modernes d'Europe depuis, je ne sais pas s'il y en a qui soient plus avancées, qui prend en fait 2 étages. C'est une structure avec 9 lits et un lit qui est là pour l'urgence ou pour inverser des patients d'une chambre à l'autre quand on fait une stérilisation. C'est une unité où il y a une informatique dans chaque chambre du patient,
avec un système de filtration qui est extrêmement sophistiqué, de filtration de l'air. La suivante. Voilà, ça c'est un étage entier, un étage sous l'unité protégée et consacré à la technique. La suivante. Voilà une chambre de malade où on a spécifiquement une unité informatique qui permet de regarder son scanner thoracique, de regarder ses résultats biologiques sans avoir, comme on le faisait auparavant, à rentrer et sortir pour voir une radio ou pour avoir la dernière numération. Donc on gagne beaucoup, je finis pas encore, on gagne beaucoup en stérilité, on gagne beaucoup en confort. La suivante. Alors, les conditions entre donneur et receveur. Bien, alors qu'au début, on avait besoin qu'il y ait une compatibilité ABO, ce qui semblait tout à fait logique. Maintenant, on peut s'en passer parce qu'on est capable d'éliminer de la moelle osseuse les globules rouges qui restent. Donc, même si les patients ne sont pas identiques dans le système ABO, ce qu'on réclamerait pour une transfusion sanguine, avec une greffe de moelle osseuse, on peut s'en passer. En revanche, il faut cette fameuse identité HLA, il faut qu'elle soit totale, sauf à quelques exceptions près. Et donc, je vous répète, une chance sur 4 dans la fratrie d'avoir un donneur. Et si on n'a pas ce donneur, on fait ou le fichier, ou le cordon, ou ce qu'on appelle d'un terme technique ardu, donneur haploïdentique, c'est-à-dire le père ou la mère, mais ceci est extrêmement récent, car il a fallu des progrès en matière de médicaments en parallèle. La suivante. Alors, la moelle osseuse se prélève au bloc opératoire, sous anesthésie générale. On ponctionne les os du bassin, iliaque, sacrum. Il est rare qu'on ait besoin de ponctionner le sternum. Il est rare aussi d'avoir besoin de faire une autotransfusion chez le patient si on a pris en même temps trop de globules rouges. Ça peut se passer si le donneur a 10 kg et que le receveur en a 60. La reprise du travail se fait dans les 7 jours. Quand on se réveille du prélèvement, on a l'impression d'avoir reçu un gros coup de pied dans les fesses, mais on est sorti de l'hôpital le lendemain. La régénération de cette moelle osseuse, c'est un tissu, c'est pas un organe, est spontané. Elle se fera toute seule, il n'y a pas de séquelles de ce côté-là. Mais en dehors du prélèvement de moelle osseuse au bloc opératoire, il y a une autre alternative qui est le prélèvement de cellules souches périphériques, par cytaphérèse. La suivante. On s'est aperçu, il y a plusieurs années, que les cellules de la moelle osseuse ne restaient pas constamment dans la moelle osseuse, que de temps en temps, elles sortaient, qu'elles faisaient un petit tour dans le sang et qu'elles revenaient. Et qu'en plus, on était capable de stimuler cette sortie des cellules souches de la moelle osseuse vers le sang par certains produits qu'on appelle des facteurs de croissance. Donc on peut mettre une aiguille dans le bras droit, une aiguille dans le bras gauche, faire un circuit extracorporel qui passe par cette machine à cytaphérèse, ne prélever que la couche de globules blancs, parce que c'est là que sont les cellules souches hématopoïétiques, et réinjecter au donneur ses propres globules rouges, ce qui fait qu'il n'y a jamais besoin de transfusion. La suivante. On peut même parfois aller plus loin, mais on le fait de moins en moins, c'est-à-dire qu'on peut, parmi les cellules souches hématopoïétiques qu'on a prélevées, trier les cellules qui nous intéressent le plus. Et, pour des raisons mystiques, ou pour des raisons plutôt scientifiques, dirons-nous, pour réinjecter la moelle osseuse, il n'est pas nécessaire de ponctionner tous les os du futur greffé pour lui injecter cette moelle osseuse. On la met uniquement comme une transfusion sanguine dans le pli du coude et spontanément, les cellules de la moelle osseuse vont retrouver les os de du futur greffé. Alors, ça va me donner l'occasion de remercier un certain nombre de personnes qui sont dans la salle, parce que c'est une réunion très particulière, parce qu'il y a plusieurs pionniers de la greffe et de la transplantation qui sont présents aujourd'hui. Je prends dans l'ordre où je les vois. Jacques Jourdan, première transplantation cardio-bipulmonaire des Alpes-Maritimes en 1989. André Bourgeon, première transplantation hépatique 1985. Jacques Toubol, première transplantation rénale 1975. Mon maître, le professeur Maurice Schneider, première greffe de moelle osseuse mondiale à Villejuif en 1963. Puis il y a d'autres personnalités médicales, le professeur Jean Delmont,
qui a créé le centre d'hépato-gastro-entérologie de Nice, où s'est retrouvé par la suite le professeur Patrick Rampal, que beaucoup connaissent à Monaco. Le docteur Muriel de Mathéis, qui s'occupe du centre d'honneur de moelle osseuse, et le docteur Gislette Bernard, qui est la responsable du laboratoire d'immunologie. Alors, en 1958, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un peu l'expérience des souris, involontairement. C'est-à-dire qu'il y a eu 6 savants yougoslaves qui ont été accidentellement irradiés dans une centrale nucléaire. Ils sont venus à l'hôpital Saint-Louis. À l'époque, c'était l'hôpital Saint-Louis qui était et qui est encore parmi les référents en hématologie. Et dans cette situation désespérée, le professeur Maté et le professeur Léon Schwarzenberg se sont dit ben, on va tenter les premières greffes de moelle osseuse. Ils ont tenté les premières greffes de moelle osseuse, mais sans connaître le système d'histocompatibilité. Donc ils sont fiés au système des globules rouges. Ils ne connaissaient pas le système HLA qui a été découvert par la suite. Et les donneurs n'étaient pas légion. Ce qui fait que le professeur Léon Schwarzenberg a donné sa propre moelle pour un des patients. Il a été à la fois greffeur et donneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur les 6 patients qui ont été greffés, et on va revenir là-dessus plus tard, 4 ont survécu. Mais il a fallu attendre 1963 pour que la première allogreffe, c'est-à-dire donneur-receveur différent, avec une survie très intéressante pour un patient qui était dans une situation catastrophique avec une leucémie aiguë, ait lieu à Villejuif, avec le professeur Maté, Léon Schwarzenberg, Albert Catan, Amiel et mon maître, le professeur Maurice Schneider. Alors, qu'est-ce qu'on a commencé à faire à cette époque-là, puisqu'on était incapable de savoir qui était compatible entre donneur et receveur? On prenait 1 cm² de peau du donneur potentiel, on le greffait sur le receveur potentiel. Si ça se décrosait, s'il n'y avait pas une bonne cicatrisation, on ne prenait pas comme donneur. Si la cicatrisation était parfaite, on se disait que le système immunitaire des deux devait être assez proche, et donc on choisissait ce donneur. 75 premières allogreffes familiales à Seattle, aux États-Unis, histocompatible, avec vraiment à ce moment-là un typage précis de ce système HLA. 76, les premières autogreffes. Vous me direz, mais c'est quoi les autogreffes? De quoi ils parlent? Les autogreffes, c'est quand on utilise la moelle du patient pour la lui réinjecter. Ça paraît aberrant, mais je vais vous expliquer pourquoi. 1982, donc première allogreffe à partir du sang périphérique, c'est-à-dire que c'est là qu'on a commencé à découvrir le système ou un système approximatif de cytaphérèse. Première autogreffe avec le même système. Et en 1988, je vous ai parlé de greffe de cordon. Première greffe mondiale de cordon par le professeur Eliane Gluckman, qui a greffé une petite américaine qui va très bien depuis, donc 1988. Et Eliane Gluckman, vous la connaissez à Monaco, parce qu'elle fait des allers-retours entre Paris et Monaco, et qu'elle a créé un centre de recherche sur le cordon ombilical, en particulier pour une maladie qui s'appelle la drépanocytose, qui est une anémie héréditaire. Et 1995, première mini-allogreffe. C'est quoi des mini-allogreffes? C'est des greffes où on fait une chimiothérapie beaucoup moins intensive que celle que je vous ai parlé, ou pour la radiothérapie aussi, les doses sont beaucoup plus faibles, pour pouvoir les faire chez des gens très âgés. Quand j'ai commencé à faire les greffes de moelle osseuse en 81, on ne dépassait pas l'âge de 40 ans. Maintenant, on greffe au-delà de 70 ans. Donc en 30 ans, on a gagné 30 ans. La suivante. Alors l'historique régional, donc la première greffe de moelle osseuse, donc Hélène vous en a parlé, que j'ai faite avec le docteur Nicole Gradkos à l'hôpital de Cimier. En 82, première autogreffe. 97, première greffe de sang de cordon. 2000, première mini-allo. Et au total, entre 1981 et 2014, on a fait 800 greffes. En 2012, j'ai dû, atteint par la limite d'âge, laisser la chefferie de service au professeur Rohrlich, qui fait en moyenne 45 greffes de moelle osseuse à l'hôpital de l'Archer. Et l'année dernière, il a fait 52 allogreffes, dont certaines avec la moelle, d'autres avec du sang périphérique, d'autres avec des cordons. Et il y a eu 24 autogreffes, donc concernant des enfants. La suivante. Alors une photo que j'ai retrouvée dans les archives de la faculté de médecine, et ça tombe très bien, puisque le doyen Patrick Baquet vient d'arriver. Merci monsieur le doyen de nous faire l'honneur de notre présence. Le doyen Patrick Baquet, doyen de la faculté de médecine, a rappelé à la rentrée solennelle il y a quelques jours, qui a lieu à la faculté, une rentrée prestigieuse,
avec des orateurs prestigieux, que la faculté de médecine de Nice était classée la première faculté de médecine de France, devant toutes les autres facultés et devant les facultés parisiennes. Alors j'ai retrouvé cette photo, c'est un temps historique de la faculté de médecine. Elle est amusante et intéressante parce qu'il y a Nicole Gradkos dont je vous ai parlé et moi qui parlions donc certainement de greffe de moelle, et au milieu, un gastro-entérologue, l'élève du professeur Delmont, qui est donc devenu le doyen. On se rappelle qu'on a une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible. Donc bien évidemment, les fichiers internationaux sont largement ouverts d'un pays à un autre et bien évidemment d'une ville à une autre. Alors la situation numérique dans les Alpes-Maritimes concernant les dons, c'est 6152 en décembre 2014. On aimerait faire beaucoup, beaucoup plus. Il y a des malades en attente. Il y a des malades en attente dans les Alpes-Maritimes, le Var, Monaco, qui est la région globalement que nous drainons, mais également au l'hôpital de l'Archer sont greffés des donneurs étrangers. Et en France, il y a 4000 malades à peu près, chaque année, qui attendent d'avoir une greffe de moelle osseuse. Il y a 4000 malades qui disent le matin à la visite « Et docteur, vous m'avez trouvé un donneur ou qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et ça, il faut l'avoir en tête pour être motivé pour devenir donneur. La suivante. Alors pour être donneur, il faut avoir plus de 18 ans, moins de 51 ans. Il faut être en bonne santé. Et il faut faire l'objet d'une prise de sang. Mais cette prise de sang, on ne la fait pas tout de suite. Quand vous dites « je veux être donneur de moelle osseuse », lors d'une réunion, lors d'une manifestation, on ne vous prend pas votre moelle osseuse, on ne vous prend pas votre sang, on vous fait un interrogatoire médical. Et grâce en particulier au docteur Muriel de Mathéis et Ghislaine Bernard du laboratoire d'immunologie, le centre Donneurs 06 a été pilote dans une nouvelle technique qui consiste à faire ce typage extrêmement important, indispensable, ce typage HLA, à le faire non pas sur le sang, comme on le faisait auparavant, mais sur la salive, un peu comme font les experts à Miami quand ils cherchent l'ADN de quelqu'un. Donc à partir du moment où cette nouvelle technique a eu lieu, ceci permet des recrutements beaucoup plus importants, et c'est vraiment dans les Alpes-Maritimes, un centre, pour le 06, un centre pilote. Donc interrogatoire médical, prélèvement de salive, Muriel de Mathéis vous inscrit sur le fichier mondial, et puis on peut ne jamais vous appeler, parce qu'une chance sur 1 million c'est faible, on peut vous appeler 10 ans plus tard, on peut vous appeler 20 ans plus tard, à ce moment-là on vous demande si vous n'avez pas changé d'avis, si vous avez changé d'avis on n'est pas insistant, si vous n'avez pas changé d'avis, votre moelle osseuse sera prélevée, soit par la méthode classique au bloc opératoire, soit par la méthode de la machine acétaphérèse que je vous ai montré. Alors donc c'est un engagement qui peut donc se faire partout, mais pour les Alpes-Maritimes, c'est donc au laboratoire d'immunologie. La suivante. Voilà le docteur Muriel du Mathéis qui passe son temps devant les ordinateurs quand elle n'est pas en campagne de recrutement de donneurs. Et voilà ce système qui permet, avec une espèce de récupérer uniquement de la salive pour faire le typage HLA qu'elle fera après par la suite. Alors, ces schémas sont un résumé de ce que je vous ai dit. Plusieurs possibilités, soit on fait l'allogreffe classique, l'ancienne allogreffe, c'est-à-dire que le donneur A va donner un receveur B, donc la moelle est complètement changée, la mauvaise moelle est changée par la bonne moelle. Soit on fait la mini-allogreffe, c'est celle dont je vous ai parlé qu'on utilise chez les gens plus âgés, où à ce moment-là, on n'essaye pas de détruire la dernière cellule par la chimiothérapie et la radiothérapie, mais on fait cohabiter les cellules malades et les cellules du donneur, espérant, et c'est souvent le cas heureusement, que le système immunitaire du donneur prenne le dessus et détruise lui-même les mauvaises cellules de sang. Pourquoi faire une telle démarche? Pourquoi avoir une telle démarche? Parce que dans certains cas, pour certaines tumeurs, on peut tout à fait avoir un patient ou une patiente qui a une tumeur qui est sensible à la chimiothérapie. On augmente la chimiothérapie, la tumeur diminue. On augmente la chimiothérapie, la tumeur diminue. À un moment donné, on voudrait encore augmenter la chimiothérapie, mais on ne peut pas, parce qu'on est tellement toxique qu'à ce moment-là, on risque d'avoir une toxicité qui va être
fatale sur les globules blancs. Sur les globules rouges encore on peut avoir des transfusions, mais sur les globules blancs, et donc détruit notre système immunitaire. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On sait qu'on va faire une chimiothérapie intensive. Avant de faire cette chimiothérapie, on prend la moelle osseuse du patient, on la met au congélateur, on fait la chimiothérapie. Donc cette chimiothérapie, on va pouvoir la faire à forte dose, et quand le patient descend en globules blancs, on lui réinjecte sa moelle osseuse, ce qui fait que la tumeur aura été touchée par la chimiothérapie, mais la moelle osseuse n'en aura pas eu la toxicité. Et enfin, le cordon ombilical dont je vous ai parlé, puisque c'est pour ça qu'on parle de cellules souches hématopoïétiques, parce que quand on greffe avec un cordon ombilical, vous imaginez bien qu'on n'appelle pas ça une greffe de moelle osseuse, mais dans le jargon global, c'est une greffe de moelle. Suivante. Alors, quand on annonce à quelqu'un qui a par exemple une leucémie aiguë, qu'on va lui faire une greffe de moelle osseuse, vous imaginez le choc que ça représente et toutes les questions que ça pose et que ça lui pose. Donc, il y a plein de questions qui sont très importantes pendant les consultations et qui ne sont pas le cœur du problème, puisque pour nous, le cœur du problème, c'est vraiment l'aspect technique. Et entre le diagnostic et la guérison, il va y avoir un labyrinthe extrêmement important. La suivante. Avec des questions qui vont être est-ce que je vais perdre les cheveux? Est-ce qu'une deuxième greffe est possible si la première ne marche pas? Est-ce qu'on pourra me voir dans ma chambre? Qu'est-ce que je vais manger? Combien de temps ça va durer? La suivante. Alors on s'est aperçu que d'un greffeur à l'autre, dans le même service, on ne donnait pas toujours les mêmes réponses. Et que parfois même le même greffeur, d'une semaine à une autre, il ne donnait pas exactement les mêmes réponses. C'est-à-dire que si par exemple les deux greffes précédentes s'étaient bien passées, que les patients étaient sortis en 4 semaines de l'unité protégée, quand un futur greffé disait combien de temps je vais rester en unité protégée, on disait 4 semaines. Si en revanche, on avait eu des greffes difficiles avec des patients qui sont restés 6 semaines, 8 semaines, on disait 7 à 8 semaines. Alors le patient disait mais la dernière fois, ce n'est pas la même chose que vous avez dit à mon père, vous avez dit à, ou à ma mère. Donc j'ai voulu un peu être normatif. Et donc, on a fait un film dans le service, à l'hôpital de l'Archer. On a fait un DVD qui a été fait par un centre d'aide par le travail. Donc, on a fait travailler des travailleurs handicapés qui ont fait un DVD qui est un petit peu les DVD, comme vous savez, quand vous arrivez à un aéroport américain, où on vous explique par où vous allez passer, et tout, où est la douane et tout. Là, c'est pareil. Donc, avec des acteurs, on a fait le circuit d'une petite patiente avec ses parents qui arrive à l'hôpital de l'Archer et qui passe par les différentes étapes jusqu'à la sortie de l'unité protégée. Alors, on peut revenir, Jean-Philippe, une seconde, s'il vous plaît. Au début, j'avais fait faire une centaine de DVD, je pensais qu'on les donnerait comme ça à tous les patients. Et puis, avant le premier DVD, marche arrière, parce que je me suis dit, peut-être que le patient va se poser des questions et qu'il n'aura pas la réponse sur le moment et que ça va être très anxiogène. Et deuxième chose, je me suis dit, s'il met ce DVD de greffe au milieu de tous ces DVD et qu'il y a un enfant de 15 ans ou de 14 ans ou de 10 ans qui au lieu de prendre Peter Pan, voit la greffe de moelle osseuse, c'est peut-être pas l'idéal. Donc finalement, on n'utilise qu'un seul DVD qui reste dans le service et qui est visionné par le patient en présence d'un psychologue. À tout moment, quand le patient dit « je voudrais poser une question », arrêt sur l'image, réponse à la question et on continue. Suivante. Alors on a plusieurs axiomes quand on est greffeur de moelle. C'est Schwarzenberg qui avait dit ça dans un autre contexte. Devant un malade condamné, le greffeur doit se dire qu'il va tout faire pour le sauver. Tel patient est condamné, notre but c'est le sauver. Mais ce sauvetage, vous l'avez compris, si on n'a pas de donneur, on ne peut pas le faire. Donc on a absolument besoin de vous. Et si vous n'êtes pas dans les caractéristiques de donneur, 18-51 ans, si vous avez des problèmes de santé, soyez pour nous des relais, des messagers pour le dire autour de vous. Voilà, et avec peut-être vous pouvez méditer cette phrase, ceux qui ne croient pas à l'impossible sont priés de ne pas décourager ceux qui sont en train de le faire. Je vous remercie infiniment. Et je voudrais remercier Monsieur Jean-Philippe Pizio qui s'est occupé de toute la logistique. Merci Jean-Philippe. Maintenant, c'est au tour du professeur André Bourchon de nous parler des greffes d'organes, cette fois-ci. Monsieur Jean-Philippe Pizio qui s'est occupé de toute la logistique. Merci Jean-Philippe.
Maintenant, c'est au tour du professeur André Bourgeon de nous parler des greffes d'organes, cette fois-ci. Remercier Gilles-Patrice Cassuto parce que j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas avant d'écouter sa conférence. Et quant à moi, bien, je vais vous parler du sujet qui m'a été proposé, qui est le don d'organes. Alors, ce don d'organes est un point crucial dans les greffes, dans la réalisation des greffes d'organes. Alors, vous voyez, c'est totalement différent des greffes de tissus. Il s'agit d'organes, on appelle un organe le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, etc. Et avant d'aller davantage dans ce sujet, je voudrais vous faire remarquer la chose suivante. Le don de corps à la science est un don d'un patient, d'un homme, vous, n'importe qui, de son vivant, qui va s'adresser à une faculté de médecine et qui va dire « Lorsque je mourrai, je veux que mon corps aille à la faculté de médecine. » Ce corps sera alors utilisé, entre guillemets, soit pour des enseignements, soit pour l'amélioration de techniques chirurgicales. Totalement différent de ce dont je vais vous parler maintenant et qui est inscrit au-dessous. La suivante, s'il vous plaît. Alors, donner pourquoi, bon, c'est une formule un peu choc. La mort donne la vie, la transplantation d'organes est là pour régler ce problème et les résultats sont excellents. Sur la diapo suivante, vous allez voir très brièvement les survies que l'on peut obtenir avec les organes les plus souvent transplantés. Je n'ai pas été dans le détail des autres. Et vous noterez simplement, à propos du rein, que, entre parenthèses, j'ai fait figurer des chiffres avec des V, ce qui veut dire donneur vivant. Donc vous allez voir, il y a 3 modalités de dons en matière de dons d'organes. La suivante, les organes que l'on peut prélever. Vous le savez tous, c'est donc par ordre historique, si on peut dire, le rein, puis le foie, le cœur, les poumons, le pancréas, l'intestin grêle. Alors, ces organes sont prélevés lors de procédures chirurgicales très complexes où, par donneur, on peut arriver à prélever jusqu'à 4 organes, ce qui fait que 4 personnes vont pouvoir être greffées à la suite de ce prélèvement. L'origine des organes. Vous voyez les 3 principales origines, et c'est par ordre historique d'apparition, la mort encéphalique, les donneurs vivants, et puis les donneurs en arrêt circulatoire, ce qui est une modalité assez récente de pouvoir se procurer des organes. La suivante. Je ne reviens pas sur ce point qui sont des définitions, simplement un petit mot pour vous dire que la xénogreffe est une greffe à partir d'organes d'animaux, que des études sont toujours en cours pour essayer d'obtenir davantage de greffons à partir de ces animaux. Et à l'heure actuelle, après des tas de vicissitudes, c'est le porc qui est en tête des animaux chez lesquels on peut faire des prélèvements. Mais la question, qui paraissait presque réglée il y a quelques années, en fait, pose des problèmes bien complexes que je n'aborderai pas du tout, bien entendu. La suite. Alors, voilà, pour vous donner un petit peu le problème, dans son ensemble, 21 ans de greffe d'organes. Vous voyez qu'actuellement en France, il y a environ, en fait en 2012, plus de 50 000 personnes qui ont des greffons variés. Et vous voyez que, compte tenu des progrès à la fois des prélèvements, de la qualité des greffons, et puis aussi du meilleur choix des receveurs, eh bien la greffe a crû de 42% en 21 ans. La suivante. Bon, on revient sur quelque chose qui est probablement assez évident pour chacun d'entre vous, à savoir que le rein est l'organe le plus greffé, suivi par le foie, cœur, poumon, et puis les autres sont assez épisodiques. C'est probablement le poumon qui a le plus bénéficié des techniques actuelles de prélèvement et de conservation des organes. La suivante. Alors, en ce qui concerne le rein, eh bien, vous voyez que la greffe de rein s'est développée, plus 36%, mais surtout, regardez à droite, plus 161% à partir de donneurs vivants. Donc, les progrès dans ce domaine sont considérables et le pool de donneurs, donc, est accru. Mais,
Vous voyez qu'en 2005, 11 000, 12 000 personnes étaient en attente d'un greffon, et qu'aujourd'hui, en 2014, il y en avait 20 000, ce qui montre donc un différentiel. On va y revenir dans un instant. Les donneurs et les receveurs sont plus âgés. Une seconde sur la précédente, mais enfin, les donneurs sont maintenant beaucoup plus âgés, puisqu'on peut greffer quelquefois des personnes, et c'est comme en matière de greffe osseuse, jusqu'à 70 ans. Mais les receveurs sont également aussi plus âgés, ce qui fait que le différentiel reste constant. La suivante, voilà, les deux courbes vous montrent bien la chose. La courbe du haut vous montre le nombre de personnes en attente, et la courbe du bas, les personnes qui ont pu être greffées. La suivante. Juste pour vous faire remarquer l'évolution dans le temps de ces différentes greffes, vous voyez qu'en ce qui concerne le secteur bleu foncé pour le rein, les choses ont augmenté, comme on l'a vu tout à l'heure, mais en gardant la même proportion. Pour les foies aussi ont un peu augmenté. Une chose un petit peu particulière est le cœur. Et vous voyez que le secteur rouge du cœur s'est amoindri avec les années, ceci étant lié à la meilleure prise en charge des patients en insuffisance cardiaque de différentes causes, aux assistances circulatoires qui peuvent être mises en place aujourd'hui. La suivante. Alors, on passe rapidement sur cette diapo. 3 principes essentiels encadrent ce don d'organes. Le consentement présumé. Vous tous, ici, pouvez être donneur d'organes. C'est ce qu'on appelle le consentement présumé. Mais vous verrez que la loi française a ajouté 2 éléments sur lesquels on reviendra. La gratuité du don, c'est pour interdire le commerce d'organes, ce qui en Europe bien sûr n'est pas connu, aux États-Unis non plus, mais dans beaucoup d'autres pays du monde, le commerce d'organes dérive de cette absence de gratuité du don. Enfin, l'anonymat donneur-receveur, vous imaginez, c'est pour éviter les pressions que peut subir un receveur de la part de la famille du donneur. La suivante. Passons, c'est le registre des refus. On se le procure sur Internet et on dit je suis d'accord ou je suis pas d'accord pour donner mes organes, ou pas d'accord pour donner 1 ou 2 organes. Donc on a le choix de faire. Et ce diagramme vous montre que sur l'ensemble des personnes en état de mort cérébrale, ce qui est une des 3 modalités dont on parlera, vous voyez que à peu près la moitié ont été prélevés, et l'autre moitié, pour des raisons d'opposition, c'est le grand secteur rouge d'opposition de la famille qui, et dans l'expérience que j'ai, bien que n'étant pas été directement coordinateur de greffe, puisque j'étais plutôt transplanteur, les familles sont contactées, on ne sait pas trop ce qui se passe, il n'y a pas de carte de donneur, il n'y a pas d'inscription sur le registre de refus, et ces familles hésitent. Et lorsque les familles hésitent, eh bien, la coordinatrice ou le coordinateur de greffe ne va pas plus loin. Et donc, vous voyez, c'est une part importante de ces refus, avec les incidents médicaux, bien sûr, et les antécédents, la suivante. On passe, c'est un petit peu la même chose. Alors, en France, vous voyez, on prélève à peu près, à peu près 24 donneurs par million d'habitants, ce qui est un chiffre à peu près moyen, très inférieur à celui qu'on retrouve en Espagne ou au Portugal. La suivante, on reviendra sur les autres choses. Donc, les refus, le message est clair, hein, en parler, en famille, entre amis, un remède efficace, porter une carte de donneur, mais de toute façon, dans tous les cas, la famille sera contactée, et si la moindre opposition se fait jour, eh bien, le prélèvement ne sera pas. La suivante. Alors, en France, donc, c'est l'agence de la biomédecine qui gère tous ces problèmes de transplantation, d'abord de dons d'organes et de transplantation. Elle règle les listes d'attente. Toute personne qui doit recevoir, c'est comme pour la moelle osseuse, un organe, qui est en attente d'un organe, va être inscrit sur une liste d'attente. Elle régule les prélèvements, elle vérifie l'attribution des greffons, on y reviendra, et promeut bien sûr les greffes. La suivante. Alors, très schématiquement, sur ce diagramme, vous voyez ce qui se passe. Un donneur potentiel décède. Il est pris donc en charge par la réanimation, en haut à droite.
Vous voyez que tout de suite au-dessous, la famille est contactée pour savoir si elle est opposée ou non. Pendant ce temps-là, ou presque, des prélèvements sont faits sur le donneur de façon à savoir s'il n'est pas porteur d'un cancer, s'il n'est pas porteur de maladie virale ou autre, qui puisse être transmise au receveur. Et à partir de ce moment-là, on va chercher, et là vous voyez l'exemple est celui du rein, on va chercher le meilleur receveur compatible à travers le système HLA, car le rein est un organe qui est très puissamment rejeté et on est obligé d'avoir un groupage HLA très précis. Et puis ensuite, le rein a encore une capacité, une fois refroidi et dans son liquide de conservation, de se promener pendant presque 48 heures, ce qui permet d'échanger les reins à travers toute l'Europe, et donc la greffe est ensuite réalisée. La suivante. Alors, règle de répartition des greffons, je vous l'ai dit, donc inscrit sur la liste d'attente. Principe d'équité et d'efficacité, il est bien évident que les greffons doivent être donnés aux personnes qui ont le plus besoin. Par exemple, pour le rein, un score a été établi qui prend en compte la durée de la liste d'attente, la durée en dialyse, et bien sûr les compatibilités dont il est question au-dessous et sur lesquelles je ne reviens pas c'est un petit peu parallèle, bien que moins sévère que pour la moelle osseuse. Ensuite, on répartit les greffons, sur la précédente. En bas, vous voyez, les greffons vont être répartis de la façon suivante. On va commencer par interroger l'échelon local, puis interrégional, puis national, et puis on va passer à l'international, etc. Mais dans tous les cas, il faut limiter ce qu'on appelle l'ischémie froide, c'est-à-dire l'absence de vascularisation de l'organe, et cette ischémie froide, vous voyez, est inférieure à 6 heures pour le cœur, le poumon, pour le foie, le pancréas, inférieure à 12 heures, et pour les reins, 48 heures, comme je vous le disais. La suivante. Bon, évidemment, la batterie d'examen dont je vous ai parlé pour éviter de transmettre au receveur une maladie. Ensuite, la suite. On passe, on y reviendra si vous voulez. Alors, le message de Pennet, c'est donnez vos organes de votre vivant, mais aussi, bien sûr, quand vous serez mort. La suivante. Les 3 catégories qu'on aborde, don d'organes post-mortem. Allez, la suivante. Alors, tout un corpus de lois et d'arrêtés ont été mis en place. Alors, vous voyez, le consentement présumé, on en a parlé, les registres du refus, on en a parlé, la mort cérébrale, c'est quelque chose qui paraît banal aujourd'hui, mais de nombreuses réunions scientifiques ont été nécessaires parce que cette mort cérébrale a été volontiers confondue au début avec les comas végétatifs, et donc il a fallu établir les choses, mais on va y revenir. La loi de bioéthique, voilà. La suivante. Alors, voilà ce qu'est un donneur en état de mort cérébrale. En fait, la chose la plus, en dehors des éléments de conscience, d'absence de réflexe du tronc cérébral, de ventilation spontanée, eh bien, la définition définitive de cet état, vous voyez à gauche un cerveau vascularisé lors d'une injection de produits de contraste dans les carotides, et à côté, vous voyez un cerveau où l'injection carotidienne s'arrête à l'entrée dans le crâne, le cerveau n'est plus vascularisé, et donc ce cerveau est mort. Et donc les choses, après bien des années, sont devenues très claires, et dans ce cas-là, les prélèvements sont faits sans arrière-pensée. La suivante. Alors, les donneurs vivants. En pratique, rein et foie sont concernés, mais réellement le rein. La suivante. Alors, des problèmes particuliers, on passe. Et donc, un corpus, là encore, législatif est apparu, prélèvement sur donneurs décédés et sur donneurs vivants, et surtout élargi le cercle des donneurs. Et vous voyez qu'initialement, il se résumait à la famille la plus proche, et maintenant on arrive aux concubins, si preuve de vie commune d'au moins 2 ans avec le receveur. Possibilité de dons croisés, on en parlera si vous le souhaitez ensuite. La suivante. La suivante. Alors oui, non, pardon, la précédente. Alors, regardez simplement les lignes en oblique. Tout le reste est semblable au cas précédent, sauf que le donneur doit aller devant le tribunal de grande instance pour affirmer son don, et le procureur va donner un récépissé de cette acceptation. Un comité d'experts de 6 membres se réunit et
convoque le receveur pour l'informer des risques, des résultats attendus, des conséquences sur le plan psychologique et physique. La sécurité sanitaire, c'est comme pour les autres. La suivante. Alors vous voyez que sur ces diagrammes, la partie jaune est représentée par des donneurs vivants, la partie bleue par des donneurs décédés. Et vous voyez qu'en France, eh bien, la partie jaune est très petite. Dans certains pays, l'Autriche, les Pays-Bas, on arrive à 50%. Et là, je n'ai pas figuré le Japon, mais au Japon, où il n'existe pas de législation de la mort cérébrale, on est à 100% de donneurs vivants. La suivante. Passons. Alors, simplement pour vous dire qu'ont été auditionnés, vous voyez 377 personnes qui étaient d'accord pour donner leurs organes à des membres de leur famille, et toutes ces auditions n'ont abouti qu'à 3 décisions négatives. Donc vous voyez que la présentation qui a été faite à ces personnes était de nature à les rassurer. Si l'on interroge, alors je n'ai pas mis de diapositive là-dessus, les personnes qui ont déjà fait don d'un organe à une personne de leur famille, eh bien on s'aperçoit qu'aucune ne regrette d'avoir fait ce geste-là. La suivante. On va passer. Là aussi, on passe. On reviendra si vous voulez. Alors, le risque de donneur n'existe quasiment que pour le foie. Pour le rein, il est pratiquement nul. Et pour le foie, par contre, il y a, vous voyez, une hospitalisation, une morbidité quand même, et puis une très très petite mortalité. Ce qui vous explique que le foie, finalement, soit rarement transplanté à partir d'un donneur vivant, d'un parent. Les donneurs décédés. Alors ça, c'est le chapitre le plus récent. Donc dans 2 circonstances particulières, un arrêt cardiaque inopiné qui peut être en milieu médical, mais qui peut être aussi sur la voie publique, et puis surtout un arrêt des traitements, c'est limitation arrêt-traitement, LAT. C'est surtout dans ce cadre-là, qui fait partie d'une catégorie 3 dite de Maastricht, il y en a 4 catégories, je ne vous les impose pas, ça n'a pas d'intérêt. La suivante, passez, et vous voyez que les principes généraux, bon, vous pouvez lire le début de la diapositive, mais surtout, notez le mot étanchéité des filières. En effet, on pourrait craindre que les greffeurs, qui ont besoin de greffons pour leurs patients, puissent faire pression sur les réanimateurs qui ont en charge les patients qui vont être mis en limitation et arrêt de traitement. Et c'est pour cela que l'étanchéité des filières doit être absolue. Alors, la suivante, pour vous montrer comment ça se passe. Donc, pas de reprise d'une activité cardio-respiratoire spontanée et de la conscience au terme de 30 minutes de réanimation normale d'un patient. Donc, et c'est un constat clinique de mort. Une période de no-touch de 5 minutes pour la confirmer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette période-là, toute réanimation, quelle qu'elle soit, y compris les perfusions, sont arrêtées. Et si la mort se maintient, donc elle est confirmée, un constat de mort est signé par le médecin, on interroge le registre du refus et on reprend les manœuvres de réanimation. Et à partir de ce moment-là, le donneur potentiel est transféré à une autre équipe qui n'a rien à voir avec la première et qui va mettre en place les mesures spécifiques pour préserver la viabilité des organes, qui se préserve la suivante. Passons. Par un système de ce type-là, une circulation corporelle avec un liquide refroidi, etc., de façon à conserver. La suivante. Donc, vous voyez sur ce diagramme que les donneurs donc, recensés en 2012, c'était 119, prélevés 53, greffe de rein 81 et greffe de foie 3. La suivante. Passons. Pour en arriver à la conclusion, que je vous laisse lire, être conscient du problème, bien sûr, être conscient que chacun peut apporter sa contribution, se donner les moyens d'y contribuer, la carte est une solution, mais pas la meilleure, en parler autour de soi, en famille, et la suivante, reprend cette affiche de l'agence de biomédecine que j'ai fait reproduire et mettre sur le mur juste à côté de vous. Voilà, j'espère avoir répondu un petit peu à vos questions, mais
À vous maintenant de m'interroger ou d'interroger le professeur Cassuto pour de plus amples renseignements. Merci. J'ai toujours suivi une scolarité normale et je pratique toutes sortes d'activités. Je milite pour le don d'organes car il manque de donneurs et beaucoup de patients n'ont pas eu ma chance. Merci à mon donneur qui m'a permis de vivre. Et comme l'a dit les professeurs, parlez-en à vos proches, à vos amis pour sensibiliser pour le don d'organes et écrivez vos intentions. Merci à tous. Donc après Lucas, nous allons avoir Elisabeth. Elisabeth, elle a été donneur. Elle a donné son rein à son frère et elle va venir vous faire part de son témoignage. Bonsoir, il y a beaucoup de monde. Alors moi je m'appelle Elisabeth, je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants, dont Dominique, qui est là, qui est le petit garçon juste après moi, qui est né juste après moi. Et Dominique est né avec une maladie très grave, dont, pour vous passer les détails, une insuffisance rénale sévère. Et puis, il a vécu très longtemps en dialyse, et à l'âge de 16 ans, le rein qu'il avait, il avait un seul rein, a lâché, et il a subi une première greffe à 18 ans d'un donneur décédé, qui a quand même tenu 10 ans. Donc c'était déjà formidable et qui lui a permis de vivre ces 10 années très correctement. Et malheureusement, après ces 10 ans, cette greffe a cessé de fonctionner et son cas était malheureusement très très grave. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le corps médical, le docteur Mourad, en l'occurrence à Montpellier, le professeur Mourad, pardon, m'a expliqué que je pouvais étudier la possibilité de lui donner un rein. Et j'ai subi toute une série de tests, après avoir demandé à mon petit frère, évidemment, s'il était d'accord pour que je lui donne un rein. Et on était compatibles. Et j'ai passé une année à passer toute une série d'examens, de tests qui ont prouvé qu'on était effectivement compatibles, que j'étais en bonne santé et que je pouvais donner ce rein à mon petit frère. Ça s'est très très bien passé. C'est une longue préparation, mais on est très 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 bien accompagnés, autant par les docteurs que les psychologues. Effectivement, je m'en rappelais même plus, le tribunal où on se rend pour dire qu'on est bien d'accord pour donner ce rein, et où tout est mis en marche pour que vous soyez à l'aise et que cette démarche se fasse le mieux possible pour vous et pour la famille qui vous entoure, qui est évidemment inquiète, et pour le receveur qui a aussi besoin de savoir que tout se passera bien pour sa sœur, ou pour son papa ou son autre frère qui donnera ce rein. Et cette opération s'est très très bien passée. J'étais très très heureuse de me réveiller avec lui en salle de réveil et de voir qu'il allait bien. C'est la première chose qu'on m'a dit, tout le monde va bien. Ça a tout de suite marché. C'était assez formidable et c'était un très grand bonheur pour moi d'avoir fait ça. Et j'ai passé une petite semaine à l'hôpital. J'ai eu un petit peu mal en me réveillant, mais ça passe très vite, on oublie ça assez vite. Et aujourd'hui, il est docteur en psychologie. Il a passé son doctorat au Québec, où il est retourné vivre après cette opération. Il est très très heureux et vit très très bien. Il joue au tennis. Il est en pleine forme et c'est très 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 beau. Et juste pour vous dire qu'en fait, le don d'organes, que ce soit de donneurs décédés ou de donneurs vivants, lui a sauvé la vie 2 fois. Et effectivement, on ne sait pas assez aujourd'hui que ça marche, que ça peut marcher, qu'on peut tous le faire, que c'est pas une obligation, mais on peut le faire, sachez-le et parlez-en à tout le monde, parce que vraiment, finalement, c'est pas si compliqué que ça, on peut le faire, il faut juste savoir ce qu'on fait, pourquoi, comprendre ce qu'on fait, et ça se fait assez simplement, finalement. Voilà. Notre 3e témoin est un receveur, il a 13 ans, il s'appelle Enzo
Et lui, il a reçu un rein il y a très peu de temps. Et il est en pleine forme. Et vous allez être surpris de savoir à quel moment il a reçu son rein. Bonsoir, je m'appelle Enzo, j'ai 13 ans, je suis en 4e, je suis en insuffisance rénale depuis ma naissance. Au mois de mars, ma santé s'est dégradée et l'équipe de l'Archer m'a annoncé que j'allais être dialysée, car sinon je ne pourrais pas vivre. Dialysée depuis le mois de mai, ce qui fait 66 dialyses, ma vie dépendait d'une machine. 3 fois par semaine, pendant 4 heures, j'étais branchée. Bien sûr, plus de sport, plus de collège, ou du moins à mi-temps, surtout plus de voyages, plus de vie. Mes parents se sont renseignés pour me donner un rein. Ce fut mon père, après de nombreux examens, qui étaient compatibles avec moi. Et j'étais quand même inscrit sur la liste des receveurs de France. Il y a 3 semaines, mon néphrologue, le professeur Bérard, nous a annoncé qu'un rein était disponible. Ce fut un très grand moment, un moment très intense, quand je me suis réveillée avec ce nouveau rein. Aujourd'hui, je vais de mieux en mieux, et j'ai juste envie de profiter de la vie, de chaque instant. Je ne pourrai jamais remercier mon donneur, ainsi que sa famille, mais il n'y a pas un plus beau geste que ce cadeau que je viens de recevoir. J'ai d'ailleurs surnommé mon rein Carpe Diem. Profitez de la vie, profitez de chaque instant. Et la vie est belle. Et grâce au don, on peut vivre mieux. Voilà un jeune homme plein de joie de vivre. Ça fait plaisir. Et le dernier témoin, c'est Louisa, qui va venir vous raconter l'histoire de son petit garçon, Yanis, qui a 9 ans, et vous raconter surtout comment elle a vécu ce long parcours. Et Yanis a subi une greffe de moelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un grand honneur pour moi ce soir d'être parmi vous. C'est avec beaucoup d'émotion ce soir que je partage mon témoignage afin de raconter le combat, le parcours de mon fils, Yanis. En 2012, mon fils a été diagnostiqué d'une leucémie. Et à l'époque, il n'a âgé que de 5 ans et demi. Face à soi, on a un médecin qui nous parle de choses graves. On nous dit que votre enfant a une maladie grave. Et on met un mot sur tout ça, c'est le cancer. Et là, votre vie bascule, votre vie défile. Et viennent les sentiments de doute, de peur, d'incompréhension, de colère, parce qu'on se dit pourquoi nous, pourquoi mon fils? Et la culpabilité, parce qu'en tant que maman, en tant que parent, on se dit j'aurais dû voir les choses venir, j'aurais dû être là pour mon fils, mais il n'y a rien de tout ça. Et là, comment trouver les mots face à son enfant? Comment lui dire que son enfance ne sera plus la même? Comment lui dire qu'il n'ira plus à l'école, qu'il n'ira plus au jardin d'enfants? Et puis ces mots, on ne les trouve pas, parce qu'il n'y en a pas. Et là, on prend sur soi et on avance, parce qu'on n'a pas le choix. Et il faut être fort, courageux face à ça, et être courageux pour son fils qui est tout petit, à 5 ans. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Donc on prend sur soi et on avance. Et avant même d'avoir l'idée de ce qui arrive, les protocoles de chimiothérapie se mettent en place et votre vie bascule. Yanis, pendant 8 mois, reçoit de la chimio. On voit son enfant mal en point, douloureux. On le voit changer par les traitements, par les corticoïdes. Il gonfle, il dégonfle, il maigrit, il ne mange plus. Il est mal en point, il est fatigué, il maigrit beaucoup. Il est très faible, il a pendant 8 mois des ponctions lombaires et des myélogrammes afin de voir où en est la maladie. Et là, quand on voit 5-6 personnes sur un petit enfant le contenir afin de faire cette ponction lombaire et ce myélogramme, en tant que maman, on est démunis, on est impuissants, et puis on essaye de se frayer un chemin pour lui tenir la main et d'essayer d'être là et de le soutenir. Et malgré tous ces traitements,
En 2014, Yanis rechute. Et là, une greffe de moelle osseuse est envisagée pour sa survie, en fait. Donc on attend ce don, on attend. Les petites sœurs ne sont pas compatibles, le fichier ne donne rien, donc on attend, on est désespéré, le chemin est très long, très dur, et il faut attendre, attendre. Et puis un jour, Yanis reçoit un don d'un cordon des États-Unis, et grâce à ce don, Yanis aujourd'hui va bien. Il a pu reprendre l'école. Il croque la vie à pleines dents. C'est un combat très difficile qui a duré 3 ans, qui n'est toujours pas terminé. Mais aujourd'hui, Yanis va bien. Il sourit. Il reprend la vie normale. Il reprend la route de la vie. Et ce soir, tout particulièrement, je tiens à remercier Carla, l'association MLD, qui nous a soutenus tout au long de la maladie, qui a su égayer la vie de Yanis par des sorties telles que le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Ce jour-là a été inoubliable pour lui. J'ai vu ses yeux pétiller, j'ai vu mon fils sourire, chose qui n'était très rare. Et je tiens à remercier tout le personnel médical qui a fait un travail remarquable à l'Archer, à Marseille, à la Timone. Je tiens à remercier ma famille, ma sœur ici présente que j'aime. Et ce soir, ce discours, je le dédie à mon fils, à mon héros, à l'amour de ma vie, et que j'appelle souvent, et qu'on appelle souvent le guerrier. Donc ce soir, je dédie mon discours à mon fils Yanis, et que j'aime. Merci.